Chers étudiants, je suis très content de commencer ce cours avec vous. C'est un cours que j'aime bien, c'est un cours qui me passionne parce que la recherche me passionne et j'aimerais pouvoir, avec vous, jeter les bases d'une bonne compréhension, d'une bonne compétence pour avoir une attitude recherche, comme j'appelle cette attitude-là. C'est-à-dire que plus tard, vous pouvez faire la recherche comme profession, c'est ma profession, ou vous pouvez aller complètement dans l'entreprise et mettre de côté la recherche académique, mais en tout cas, l'objectif, c'est de vous donner une attitude de recherche pour voir de quelle manière il faudrait trouver le bon savoir. Voilà le cours que je vais commencer avec vous. L'objectif pédagogique du module, en général, c'est justement pouvoir faire la recherche autour d'une problématique. C'est la partie la plus importante, aussi bien pour une recherche professionnelle qui serait moins rigoureuse qu'une recherche académique qui serait plus rigoureuse. Il faudrait savoir trouver les bibliographies qui répondraient à votre problématique, à votre question. L'objectif n'est pas d'impressionner le lecteur par le nombre d'ouvrages et de livres que vous avez mis dans votre mémoire, mais de montrer la cohérence entre une problématique, une interrogation, une question et les documents qui sont traités, analysés en fonction du contenu, de l'essence de la dite question. Donc voilà, c'est ce que je dis, je répète, ces documents seraient en fonction de la question. Ensuite, tout ce que vous trouvez, d'une part, vous avez la question à l'esprit, vous trouvez des documents pertinents en relation avec la question, vous les traitez, vous trouvez un contenu qui serait en rapport avec la question, qui apporterait une réponse ou des éléments de réponse à votre question. Il faut être très honnête et vous citez à chaque fois que vous utilisez un document pour répondre en partie ou en totalité à votre question de recherche. Sachez-le dès maintenant, j'aurai l'occasion de répéter ça à plusieurs reprises, ne croyez pas que votre recherche, votre mémoire serait dévalorisée si vous citez les auteurs. Au contraire, ça justifie, ça valorise, ça donne une certaine valeur fiable à votre travail. Et vous devez pouvoir présenter à l'oral ce que vous avez fait comme la recherche. À la première séance, cette séance, voilà les différentes parties que nous allons faire. Je vais vous présenter le module. C'est un petit peu détaillé, mais parce que c'est en même temps le contrat entre vous et moi. Vous allez voir, nous n'avons vraiment pas le temps de perdre dans ce cours parce qu'il y a plusieurs choses à voir ensemble pour arriver à un mémoire fiable et digne de ce nom à la fin. Donc, on n'a pas le temps, on va travailler tout le temps en cours. Tout le cours est surtout presque atelier. Donc, j'interviens pour donner cours également, mais c'est surtout l'atelier où vous allez préparer votre mémoire. Donc, nous n'avons pas le temps à perdre, il faudrait bien comprendre le déroulement du module. Deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est une réflexion individuelle sur les sujets de recherche qui pourraient vous intéresser. Troisième chose, c'est à partir de ces choix individuels, vous allez former des équipes de 3 de préférence,
à 5 si vraiment il y a une affinité théorique et de questions entre les étudiants. On peut aller exceptionnellement jusqu'à 5 dans une équipe parce que vous préparez votre mémoire en équipe. Quatrièmement, aujourd'hui, dans le meilleur des cas, nous arriverons à la problématisation d'un sujet par équipe. Parce que la semaine prochaine, vous allez présenter votre sujet, votre problématisation par équipe. Auto-évaluation à la fin, pour être sûr et certain que vous avez compris et les concepts théoriques et le déroulement pratique et méthodologique du cours. Allons voir la première partie. Introduction au module et à l'importance de la recherche dans le cadre du mémoire. C'est-à-dire, il faudrait comprendre qu'est-ce que la recherche, pourquoi je prépare un mémoire de recherche, comment je vais préparer un mémoire de recherche, comment je serai évalué. Pourquoi un mémoire? Tout simplement parce que c'est un requis pour l'obtention du grade de licence. Fort heureusement, notre école est de plus en plus accréditée par les meilleurs labels du monde académique et un mémoire à la fin du bac plus 3 est un requis, c'est un must. Donc voilà, c'est la première raison, c'est très pratique, c'est très matériel, mais c'est comme cela. Deuxièmement, ce module est un module lourd, 4 crédits. Donc dans ce cas-là, pour cela, il faudrait également un projet écrit. Beaucoup d'entre vous suivraient les études pour faire un diplôme de master. Pour mieux vous préparer pour le monde professionnel ou pour avoir un bagage théorique plus important. Dans les deux cas, avoir une attitude de recherche et poursuivre les cours parce que vous serez beaucoup plus autonome en master, vous aurez beaucoup plus à faire des projets individuels et par équipe, et également parce que vous aurez une thèse professionnelle à rédiger pour parfaire, pour compléter vos études en master. Voilà une autre raison pourquoi vous devriez faire un mémoire. Et il est toujours bon d'avoir une attitude recherche. C'est très important. C'est surtout cette attitude qui est importante. Vous savez, beaucoup plus que devenir un chercheur professionnel académique comme moi. Cette attitude est importante. J'aime beaucoup ce dessin parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que, mais après tout, tout était inventé. Qu'est-ce que vous voulez que j'invente? Fort probablement, c'est ce que nos ancêtres disaient également il y a longtemps de cela, depuis l'âge de la pierre. Et sachez que votre serviteur, moi, votre professeur, Jamshid Essedi, je suis un fan de l'âge des Lumières, pas de l'âge de la pierre. De l'âge des Lumières où la France a brillé, c'est que le savoir n'a pas de limite. C'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, à inventer, à concevoir, parce que le progrès humain va continuer. Donc voilà, c'est avec cette attitude que vous devriez suivre ce cours. Qu'est-ce que la recherche? Parce que votre mémoire est un premier travail pour la recherche.
La recherche vise à découvrir de façon systématique en s'appuyant sur la connaissance existante. On ne peut pas aller plus loin sans avoir pris connaissance de ce qui existe dans la matière. Dans la matière, ça veut dire la littérature liée à votre question de recherche. Les procédures à suivre pour trouver des documents pertinents, les analyser, les mettre en valeur, les rapporter, les rédiger, doivent suivre une procédure rigoureuse. Entre les différentes parties de vos résultats, de ce que vous dites, il faudrait qu'il y ait une relation logique. Il faudrait que les différents passages, les différentes parties, les différentes sections, les différents chapitres s'interpellent logiquement. En d'autres termes, le lecteur va dire, c'est évident. La méthode que vous choisissez va mener à terme un travail de recherche. Vous devez justifier le choix de votre méthode. On en parlera plus tard. Ce qui est très important, je respecte, on se respecte en ce qui concerne les opinions, les croyances, mais on les met de côté pour bien préparer son mémoire de recherche. Là, ici, on parle de l'évidence, on parle des données, on parle de la méthode, on parle de la logique. Tout ce que je vous ai dit doit aboutir à ajouter à la science, à la connaissance. Alors, qu'est-ce que j'entends lorsque je dis qu'il faudrait mettre de côté les croyances, les opinions, et il faudrait s'appuyer surtout sur les faits, sur la logique, sur la méthode. Avec tout le respect, une connaissance peut venir de la révélation ou des partisans, des suiveurs de quelqu'un dont la science est révélée. Je ne juge pas, on n'a pas à juger, mais on dit ce n'est pas ça qu'on peut mettre dans un mémoire. Ça peut être vrai, ça peut être pas vrai, mais comme on ne peut pas vérifier, on met ça de côté. Deuxième type d'opinion, je ne dirais pas de connaissance, c'est une idéologie qu'il faudrait accepter parce qu'il y a une autorité qui est derrière, parce qu'un tel a dit. Cela ne suffit pas pour être intégré dans un travail de recherche. On met ça de côté. Okay. La seule connaissance qui nous intéresse, c'est une connaissance scientifique. On va faire de la science, on s'appuie sur la science. S'appuyer sur la science, c'est-à-dire, lorsque vous sélectionnez les documents qui ne sont pas révélés, qui ne sont pas imposés. C'est les connaissances qui ont été obtenues par une méthode scientifique qui s'appuie sur la raison, sur l'évidence, sur la logique. J'espère que c'est bien clair ce que nous allons faire pendant les 10 séances que nous allons avoir ensemble. Nous allons différentes séances, certaines avec moi, certaines d'entre vous en autonome, avec cet objectif commun qu'il faudrait arriver à la préparation d'un mémoire de recherche. Voilà ce que vous avez donc à gauche, vous avez quelle séance, au milieu, vous savez ce que j'ai à dire votre professeur, à droite, surtout ce que vous devez faire. Aujourd'hui, je finis le déroulement, la partie théorique, etc. Dans le meilleur des cas, on arrivera à la formation de groupe. Chaque étudiant doit avoir un groupe avec un sujet
avec une problématisation à la fin de ce cours. Sinon, c'est à vous de travailler à ce propos d'ici à la deuxième séance où vous allez présenter, regardez bien à droite, pour la deuxième séance, vous devez présenter votre sujet par équipe, on vérifie, et ça ne sera pas noté, mais c'est extrêmement important pour la suite. En ce qui me concerne, à la deuxième séance, je vérifie ça, il faudrait que ça soit terminé, et je vous enseignerai comment faire la recherche documentaire. On va raffiner davantage comment définir une question de recherche. Mais vous ne pouvez pas améliorer votre question de recherche, votre sujet, si vous ne venez pas en cours avec déjà une première esquisse. À la troisième séance, on va continuer le travail de la recherche documentaire. Définition de sujet doit être appuyée cette fois par des articles académiques également. Je vous expliquerai ça plus tard. On va aller un petit peu plus loin. À la troisième séance également, de nouveau, toutes les équipes interviennent pour présenter cette fois le sujet plus défini, justification pourquoi ce sujet vaut la recherche, quel est le contexte, donc quel contexte je vois mon sujet, parce qu'il y a différents sujets, un sujet peut avoir différents contextes. Pour simplifier énormément, mais on aura l'occasion d'en parler, est-ce que c'est un contexte économique, est-ce que c'est un contexte culturel? Économiquement, est-ce que c'est international, est-ce que c'est national, est-ce que c'est local? Il faudrait avoir un contexte bien défini et les ressources que vous allez présenter à la troisième séance par équipe. Ça ne sera pas noté de nouveau, mais ça sera, comment dirais-je, tenu compte pour la suite de votre travail. Il y a également d'autres choses qu'il faudrait connaître, ayez ça à l'esprit, un modèle APA. À chaque fois que vous utilisez un document et que vous rapportez, vous insérez un point de ce document dans votre mémoire, il faudrait citer le document utilisé. Mais comment il faudrait citer? Il y a un modèle APA. C'est seulement dans ce standard, dans ce modèle que vous devez présenter vos sources. Grosso modo, à deux endroits. Dans le texte, lorsque vous utilisez, vous dites j'ai utilisé ça, mais là, ici, c'est dans le modèle APA, mais la présentation n'est pas complète, c'est une présentation pour la citation, et à la fin de votre mémoire, de nouveau, le même document, vous le présentez sur la liste des références, mais cette fois complètement. À la troisième séance, nous apprenons le modèle APA. Quatrième séance, de nouveau, c'est non noté, le devoir que vous allez présenter, mais cette fois c'est raffiné, c'est indispensable, c'est fini. Et là, nous travaillerons beaucoup plus sur les articles académiques. Pourquoi? Eh bien, chers étudiants, parce qu'à la cinquième séance, chaque étudiant, c'est un travail collectif pour le mémoire, mais chaque étudiant doit travailler individuellement sur un article académique. Je présenterai ce que c'est qu'un article académique. Chaque étudiant, à la cinquième séance, déposera son travail fini sur un article académique. Ce n'est pas un résumé, c'est une synthèse. Le résumé, vous dites ce que l'auteur a dit dans chaque partie. Une synthèse, c'est que vous dites essentiellement ce que l'article apporte
au sujet, à la problématique, à la question de recherche de votre mémoire collective. En d'autres termes, chaque étudiant travaille pour le mémoire collectif de deux manières. Vous travaillez ensemble dès le début, sujet, problématisation, recherche documentaire, données, évidences, etc. Et chaque étudiant, en plus de ça, travaille sur un article académique et cet article académique doit être en relation avec le sujet de son groupe affilié, d'affiliation. Je pense que c'est très clair. Donc, n'oubliez pas, à la 5e séance, votre travail individuel est noté. Et ça compte pour 60% de votre travail final. Très bien. La séance 6, vous travaillez en autonome. Vous pouvez toujours m'envoyer vos questions, mais vous travaillez en autonome pour décider collectivement pour un plan presque définitif ou bien avancé pour votre mémoire. À la 7e séance, nous nous retrouverons. Vous présentez maintenant votre mémoire à l'oral. Ce n'est pas tout le mémoire que vous présentez à l'oral, c'est le contexte, les enjeux, la question de recherche et les éléments de réponse, les axes de réponse. C'est-à-dire que vous dites, grosso modo, nous pensons, selon la lecture attentive, analytique que nous avons fait des différents documents, les axes de réponse, les réponses possibles seraient comme ceci, comme cela, seraient dans ces directions-là. Non seulement je vais vous évaluer, non seulement je vais vous donner une première note collective, parce que j'aurais donné déjà une première note individuelle, je ferai également des remarques pour l'amélioration de votre travail. Séance 8 et séance 9, vous travaillez en autonome pour successivement préparer introduction et bibliographie de votre mémoire écrit et séance 9, c'est pour le corps du texte de votre mémoire que vous préparez là. À la 10e séance, nous nous retrouverons et toutes les équipes présentent tout le travail. Et ça serait noté cette fois également pour le mémoire. C'est très important, mais attention. Vous déposerez également un document écrit au plus tard au 12 avril. Est-ce que c'est bien clair? À la 10e séance, pour chaque classe, c'est différent, c'est variable, mais en tout cas, à la 10e séance, chaque équipe présente oralement son mémoire. Ce mémoire présenté à l'oral sera déposé au plus tard au 12 avril par écrit. Donc, vous aurez une note pour cela également. Donc, lisons ensemble les points importants. La validation du cours sur la synthèse individuelle de la séance 5 et la présentation orale de la séance 7. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, chers amis, que vous avez deux validations à faire. Validation du cours et validation du mémoire. D'accord? Vous êtes dans une seule classe avec moi, mais vous devez valider deux choses. Est-ce que j'ai validé mon cours, ma classe, mon module? Est-ce que j'ai validé mon mémoire? D'accord? C'est deux choses différentes. Vous avez plus ou moins 4 évaluations avec moi qui seraient réparties entre ces deux validations du mémoire et du cours. J'espère que c'est bien clair. Non, ce n'est pas très bien clair. J'entends dire de la part de certains d'entre vous. Alors, résumons. Les évaluations
dans ce cours sont ou bien rectificatives ou bien certificatives. Pourquoi vous présentez, vous rendez des devoirs qui ne seraient pas notés définitivement? C'est pour vous permettre de rectifier, d'améliorer. C'est pour être juste. C'est également un des critères des accréditations internationales qui nous ont été accordées tout le temps. En ce qui concerne, donc je vais chronologiquement avant. Vous aurez un livrable 1 à la deuxième séance. Voilà le sujet de notre mémoire collective. Voilà la question de recherche de notre mémoire collective. De nouveau, vous avez un livrable non noté, mais bien analysé par moi. C'est un petit peu plus compliqué. En plus, vous raffinez non seulement le sujet, la question, mais également vous y ajoutez le contexte et la justification. Pourquoi c'est important cette question de recherche? Et une bibliographie, nous avons trouvé déjà des documents relatifs à la question de recherche. Encore une fois, chers amis, ne croyez pas que je serai impressionné, votre professeur, votre tuteur serait impressionné si vous indiquez des documents, des ressources de je ne sais quel auteur, prix Nobel, qui seraient impressionnants. Non, le point, c'est que la question de recherche qui commande le choix du document. Il faudrait que le document, il faudrait que le rapport du document serait évident, convaincant avec la question de recherche. Après, vous aurez un livrable 3 qui sera noté. C'est le travail individuel de chaque étudiant de la synthèse d'un article académique. Qu'est-ce que c'est qu'un article académique? Nous verrons à la deuxième séance. De nouveau, on aura un livrable bien analysé par moi, mais pas noté. Évalué, si vous voulez, mais pas noté. Vous aurez de nouveau un autre livrable, c'est votre présentation orale qui serait notée. De nouveau, on va travailler sur d'autres livrables, c'est surtout ici en autonome que vous allez travailler avant de présenter le dernier livrable qui serait de nouveau noté. Si vous regardez en rouge à votre droite, ces 3 devoirs notés valideraient et le cours et le mémoire pour chaque étudiant. Les notes que vous aurez constitueraient la note finale. Vous avez un travail de groupe qui serait 40% de la note finale et le travail individuel, c'est 60%, parce que l'apprentissage est individuel, bien évidemment. En ce qui me concerne, pour ce qui est le travail collectif et inconsciemment le travail individuel, la discipline, l'engagement de l'étudiant sont très importants pour moi. Un étudiant, ça m'est arrivé malheureusement, qui me pose la question à la 7e séance, monsieur, clairement, qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est très décevant pour moi, extrêmement décevant pour moi. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise dans ce cas-là? Un étudiant qui serait beaucoup plus intéressé par ces messages sur son portable que le travail en équipe, que me poser des questions pour le travail en équipe et la préparation de travail individuel, bien évidemment, je note tout ça, parfois par écrit, parfois mentalement. Pour être très juste, avant de donner la note définitive à chaque équipe, je compare les performances des équipes, je les compare, et donc comme c'est maintenant un standard à l'école, on va voir est-ce que c'est en dessous, au-dessus de la moyenne
des performances des étudiants dans chaque classe. Une fois que je compare ça, je donne finalement la note finale. Le mémoire par écrit que vous allez déposer aura une introduction. C'est là que vous dites il y a un contexte qui interpelle un sujet, une question de recherche dans un tel contexte, et voilà, moi, je vais travailler là-dessus. On aura l'occasion d'en parler. Et puis, après, vous aurez une première partie. Cette première partie, c'est une revue de littérature, c'est-à-dire là, vous allez lister les concepts, les faits historiques, les faits sociaux qui sont en relation indéniable avec votre question de recherche d'une manière ou d'une autre. Il y a également une deuxième partie. Là, vous êtes moins conceptuel et vous êtes beaucoup plus statistique. Les statistiques qui pourraient illustrer davantage votre question et les réponses que vous apportez à votre question de recherche. Et la conclusion, vous dites, voilà, c'était mon problème, voilà comment j'ai fait pour trouver les réponses suivantes. Juste après ça, vous aurez la liste complète des références dans le standard APA. Combien d'équipes ont eu une note décevante et pour le professeur et pour les étudiants parce que les références n'étaient pas dans le standard APA. D'accord ? Nous allons parler là-dessus, c'est très facile, mais c'est un standard à respecter, un point c'est tout. Ce n'est pas moi qui décide, c'est toutes les classes d'initiation à la recherche qui auraient le même standard. Donc personne ne décide, c'est une règle de l'école, c'est une règle de ce cours, c'est une règle des chercheurs de l'école. Dans les annexes, vous présentez des documents qui seraient importants pour le texte, pour le mémoire, mais que vous n'allez pas intégrer dans le mémoire. Par exemple, imaginez, vous avez un document qui serait tellement important, mais si vous le mettez dans le texte, ce serait barbant pour le lecteur. Donc, c'est que vous mettez un paragraphe, mais vous dites, ça, ce document existe, jetez un coup d'œil dans les annexes. Et vous avez la grille d'évaluation du mémoire également à la fin. Je m'en servirai au moment venu. Je ne vais pas vous raconter point par point ici, mais vous voyez, tout est très clair. Donc, quel volume, quelle police, comment faire des notes de bas de page. Prenez une photo si vous voulez, ça existe, et donc ça, vous les utilisez d'une manière générale si vous voulez. En plus, vous avez une consigne pour préparer le mémoire, vous retrouverez tout cela. En tout cas, j'ai essayé de faire un cours utile pour les étudiants. Donc voilà tout ce que vous avez. 10 000 mots, 12 000 mots, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, si par exemple, vous n'avez pas un sens de concision, c'est très difficile. Donc, ne croyez pas que tout ce que vous découvrez, vous devez mettre dans le mémoire parce que, peut-être que le lecteur le connaît, et deuxièmement, peut-être que le lecteur ne s'y intéresse pas. Ce qui est important pour le lecteur, c'est la chose suivante. Mesdames, Messieurs les auteurs, Mesdames, Messieurs les étudiants, vous avez dit, vous avez une question de recherche. Moi, j'aimerais ne lire dans ce mémoire que ce qui est en rapport avec la question de recherche. D'autres choses, c'est des épreuves de culture générale, des signes de la culture générale, ça ne m'intéresse pas. On va vous évaluer comme cela. Voyez, donc vous avez le fond, vous avez la forme, vous avez 75% pour le fond et 25% pour la forme, mais la forme c'est très très important. Je vais vous dire,
lorsque on est nonchalant pour la forme, c'est normalement le texte ne passe pas. Le texte est mal préparé, et même si, pour moi c'est définitif, lorsque la forme n'est pas bonne, c'est que le fond n'est pas bien préparé. Allez, à la rigueur, je me trompe, je dirais que, ok, parfois la forme est mauvaise, mais le fond est bon, mais le fond ne passe pas si la forme n'est pas bonne. D'accord? Si par exemple nous avons un cours en français, même si nous sommes très très savants, que nous n'arrivons pas à nous exprimer en français, le message ne passe pas. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de moi? C'est déjà accompagner les équipes pour bien préparer leur mémoire. C'est vrai que je transmettrai des concepts, des consignes, des théories, mais je suis surtout votre coach. C'est-à-dire, les cours, dans le meilleur des cas, seraient surtout des ateliers. Donc, pour toutes les parties du mémoire, je suis votre coach, je vous soutiens. Vous avez un travail individuel également à faire, surtout pour déposer une synthèse d'un article académique. Je vous soutiendrai, coacherai également pour cela. J'évaluerai. Parfois, je noterai. Parfois, je me contente de l'évaluation. Mais dans tous les cas, je vous ferai part de mes remarques pour l'amélioration, aussi bien des évaluations formatives que des évaluations certificatives. Des évaluations formatives, vous pouvez les appeler également des évaluations rectificatives, c'est-à-dire qui vous permettraient de rectifier, d'améliorer vos devoirs. Les supports de cours, il y en a deux parties. Il y a des supports de cours de référence officiels que la responsable du module en général a préparé. Ils sont à votre disposition, vous savez où sont, vous êtes déjà informés. Certains de ces documents, je les remettrai également sur la plateforme pour mon cours que j'ai conçu à cet égard. Mais également, je mettrai à votre disposition les supports que j'ai préparés, parce que j'anime mon cours à ma sauce, c'est normal, comme par exemple le document que vous êtes en train d'observer, vous les avez également. Donc, vous avez deux types de documents qui sont complémentaires. C'est très bien. Je pense que le module est maintenant clair pour vous. C'est très bien. Continuons pour aller voir la deuxième partie. Réflexion individuelle. Ça, c'est l'atelier qui commencerait juste après ce cours enregistré à votre disposition. Vous devez individuellement préparer 3 sujets de recherche, de prédilection, de votre choix. Vous pouvez commencer par une liste d'une dizaine de sujets de recherche que vous aimeriez bien mener, mais vous devez arriver in fine aux 3 plus importants pour vous, aux 3 plus préférés pour vous. Je vous explique. Chaque étudiant choisit individuellement ses sujets de recherche. Encore une fois, vous pouvez avoir une liste beaucoup plus longue, mais finalement, vous devez arriver à 3 sujets de préférence. Une fois que vous arrivez à ces 3 sujets de préférence, chaque étudiant, Jean-Paul Jacques, Nathalie, Antoinette, Brigitte, vous allez mettre dans le canal séance 1, présentation, choix de sujets par groupe, qui est le canal de la première séance. 818, là, 277. Vous allez mettre vos 3 sujets.
Donc, pour tout le monde, c'est évident, c'est manifeste. Jean, voilà les 3 sujets, Paul, voilà les 3 sujets, Nathalie, voilà ces 3 sujets. Voilà, chacun va mettre ses sujets. Après, 818. Après, d'autres étudiants découvriront les sujets des uns des autres, les uns et les autres. C'est-à-dire tout le monde va lire, ça sera comme un mur avec beaucoup post-it. Donc, dans les premières éditions de ce cours, on utilisait des post-it. Et maintenant, je pense que nous sommes très digital, on n'a pas besoin de faire des post-it. Post-it, en d'autres termes, vous les postez, vous les affichez sur la murette du canal présentation, choix de sujet par groupe de la première séance sous Teams, dans la plateforme de notre cours. Donc tout le monde peut lire ce que les camarades ont mis comme sujet de recherche de préférence. Très bien. Les étudiants avec les thèmes similaires se rapprochent, parlent entre eux, échangent, et dans le meilleur des cas, forment des équipes et choisir ensemble le sujet du mémoire collectif. C'est-à-dire, le sujet collectif sera le résultat, la synthèse des choix individuels qui ressembleraient beaucoup à ce sujet final. Cette démarche que je propose est différente de dire, moi je vais former une équipe par mes copains, mes copines. C'est pas assez professionnel. C'est pas par affinité relationnelle, c'est ici par affinité intellectuelle. Vous voulez travailler sur un sujet, trouverez qui travaillerait également sur ce sujet, et ben vous allez vous découvrir, hein, d'accord, c'est vraiment spontané. Vous allez lire sur la murette des sujets qui pourraient s'apparenter à vos sujets et donc vous vous approchez des auteurs, des sujets apparentés et vous formez des équipes. Voilà notre démarche. Où est-ce que vous pouvez chercher les questions intéressantes, les sujets intéressants? Pensez à vos cours passés et dites ce qui vous intéresserait. Moi, par exemple, lorsque j'étais étudiant, le marketing, la stratégie m'intéressait beaucoup plus que la finance et la comptabilité et les ressources humaines. C'est pas que je les aimais pas, mais c'est que j'avais une certaine passion pour le marketing et la stratégie. Voilà. Donc, a priori, j'aimerais faire la recherche dans le marketing et la stratégie. Je parle de mes préférences. D'alors, vous avez fait également des stages, vous avez eu des jobs d'été. Donc, quelles sont vos expériences professionnelles? Si elles vous ont intéressé, peut-être que vous voulez les développer intellectuellement. Vous avez des ambitions, vous avez eu des discussions passionnées avec les parents, avec les cousins, avec les collègues, avec les camarades, ainsi de suite. Vous lisez parfois, et puis du coq à l'âne, vous arriverez peut-être à des choses un petit peu plus lointaines, mais qui pourraient vous intéresser énormément. Et c'est votre curiosité, et parfois par hasard, vous trouverez quelque chose que vous ne connaissiez pas et qui pourrait vous intéresser. Voilà les différentes sources de trouver des questions de curiosité, de recherche et de mémoire in fine. Voilà quelques pistes que je vous donne. J'aime beaucoup le site web que vous avez à gauche, Google Trends. J'aime beaucoup cela. Si vous ne connaissez pas, prenez connaissance de ça. Et Google Trends vous dit de quoi parle-t-on sur ce moteur de recherche. Parfois, ça vous donne des idées
extrêmement, extrêmement intéressante et ça montre l'évolution. Par exemple, pendant un moment, le travail à domicile à cause du Covid était très tendance, très trend, très tendance. Donc, ça intéressait tout le monde pour savoir tout, comment travailler, comment étudier, comment collaborer. On se posait la question pour tout. Donc, voilà. Donc, si on se posait la question pour cela, si vous faites un mémoire là-dessus, ça peut intéresser beaucoup de gens. Une fois que vous trouvez sur Google Trends, vous pouvez essayer sur Google Scholar. Google Scholar, c'est un autre site spécialisé de Google qui repère, qui recense tout simplement les articles académiques, pas d'autres types de documents. Donc vous pouvez vérifier également là-dessus pour voir si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, individuellement, vous pouvez y aller. Ultérieurement, en équipe également, vous pouvez y aller. Retenez ces sites qui sont très très utiles. Nous en parlerons également à la deuxième séance, mais pour autre chose. Donc, essayez de garder ça à l'esprit. Ça peut vous aider non seulement pour la préparation du mémoire collectif, mais également pour le travail de la synthèse individuelle, mais également par la suite pour votre master éventuellement ou pour le travail professionnel. Je vais vous donner quelques exemples pour voir comment à partir de trends, de tendances, vous pouvez trouver des sujets. Je fais le travail pour vous énormément. Vous savez de quoi il s'agit. Trends, megatrends, tendances, c'est ce qui pourrait impacter tout le travail social, tout le travail économique, même de toute la vie de couple, de famille. Hein. Donc, lorsque je dis économique, social, cela tout dit. Donc, repérer ces mégatrends pourrait vous aider énormément à mieux définir les impacts qu'ils pourraient avoir sur un secteur qui vous intéresse le plus particulièrement. Okay? Allons voir, par exemple, ici ensemble. Là, ici, j'ai travaillé pour votre cours sur 5 grands rapports sur les megatrends. C'est très récent, hein, donc 2 ans au maximum. D'accord? Donc, voilà. C'est par des organisations très, très importantes. Par exemple, Price Waterhouse. Vous avez, par exemple, McKinsey. Vous avez JP Morgan. C'est vraiment les plus importants. Ou Goldman Sachs. Allons, travaillons par PVC. C'est le nom. Le rapport dit, regardez, prenez climate change. En haut, le changement climatique. Et puis après, regardez comment ce changement climatique a des impacts définitifs au niveau individuel, au niveau organisationnel, au niveau de l'État, au niveau national. Lisez-les, je ne vais pas les lire. Vous pouvez revenir pour prendre des photos, etc., comme vous voulez. Mais voyez comment vous pouvez, à partir de cela, définir un sujet de recherche. D'accord? Deuxième grande tendance majeure, c'est les ruptures technologiques. De nouveau, le rapport dit, d'accord, les ruptures technologiques digitales vont influencer les choses, les affaires, les individus au niveau justement individuel, organisationnel et au niveau national. Regardez-les, lisez-les, ça peut être parfois extrêmement intéressant. Par exemple, un sujet de recherche peut être quel serait l'impact des robots
au niveau individuel en ce qui concerne la destruction et la création des emplois. Donc, voyez comment il faudrait lire ces tableaux. Si vous allez sur une autre tendance majeure, la démographie change. Les sociétés occidentales, les sociétés démocratiques, les sociétés développées, le Japon, l'Allemagne, la France sort un petit peu mieux, elle commence à vieillir, elle commence à se rétrécir. La population se rétrécit. La population vieillit. Alors, à partir de ce moment-là, quel impact peut avoir cette tendance majeure démographique au niveau individuel, au niveau organisationnel, au niveau national, que vous pouvez lire ici. Une autre tendance majeure, c'est le monde qui est fracturé de plus en plus entre les démocraties et les non-démocraties, entre les non-démocraties autoritaires de différentes obédiences, religieuses, politiques ou autres. Il y a donc une tension forte maintenant dans le monde. Quel serait l'impact sur, par exemple au niveau organisationnel, sur les multinationales? Dans ce cas-là, vous voyez, c'est extrêmement intéressant pour trouver des sujets de recherche. Mais lisez, hein, donc maintenant je ne peux pas entrer dans les détails, parce que ce n'est pas la peine, mais c'est à vous de lire ça plus en détail. L'instabilité sociale est également une tendance lourde selon PwC. Regardez l'impact que l'instabilité sociale comme tendance lourde peut avoir au niveau national, au niveau organisationnel et au niveau individuel. Nous avons fini avec le rapport PwC. Regardons un petit peu les 4 grandes tendances lourdes selon Goldman Sachs, qui est une des institutions les plus importantes dans le monde. Et c'est très intéressant, cette institution dit qu'il y a 4 tendances fortes dans le monde. Donc, Green Revolution, la révolution verte, c'est un petit peu comme le changement climatique dans l'autre rapport. Technologie, un petit peu comme la rupture technologique dans l'autre. Healthcare, en partie comme la tendance démographique dans l'autre. Et New Age Consumer, les consommateurs jeunes, un petit peu comme la tendance majeure démographique dans l'autre rapport PwC. Et regardez comment ces méga tendances sont définies par Goldman Sachs. Elle dit comment ça pourrait changer en particulier, si vous voulez, la vente, le commerce. C'est très intéressant. Imaginez que, par exemple, c'est le changement climatique qui vous intéresse et le secteur qui vous intéresse, parce que c'est votre expérience professionnelle ou parce que c'est le cours qui vous intéresse, c'est le commerce, c'est la vente, c'est le marketing. Eh bien voilà, mais il dit ici, c'est comment ça pourrait être l'impact du changement climatique, de la technologie, etc., etc. Il y a un autre rapport que vous avez ici, c'est également de JP Morgan, qui travaille également, donc apparemment le changement climatique, c'est la tendance lourde des tendances lourdes, et il dit comment ça va impacter l'investissement. C'est le secteur financier et ou la stratégie de l'entreprise qui serait en jeu dans le rapport JP Morgan. Comment le changement climatique, d'une part, et le secteur de l'investissement en tant qu'investissement indépendant ou investir dans une entreprise pourrait impacter les investissements. Et voilà les différents
thème de recherche que vous avez ici. McKinsey Company prend, comme dans d'autres rapports, les ruptures technologiques et va dire comment ça pourrait impacter. Ils ont pris l'exemple de la Chine parce que, vous croyez ou pas, la Chine a beaucoup développé l'intégration de la technologie digitale dans la vie économique et sociale. Il n'y a un seul endroit dans les grandes villes qui ne serait pas surveillé par les caméras. Pour ce qui est bon, pour ce qui est mauvais, c'est autre chose, je ne juge pas pour le moment. Mais c'est pour ça que McKinsey prend l'exemple de la Chine, parce que la Chine a beaucoup intégré les technologies, et on va dire comment ces technologies vont changer la vie en général en ce qui concerne par exemple la vente, les magasins, les services, etc. Ils vont travailler là-dessus. Donc tout ça, ça peut vous donner des idées pour les sujets de thèse. Ça encore également, vous avez de nouveau là-dessus pour des exemples similaires. Ça par exemple, ce qui est important également, l'impact sur la création de la valeur, de la richesse pour tout le monde. Chers amis, je suis presque vers la fin de cette partie-là. Lorsque vous travaillez individuellement, j'aimerais que vous arriviez sur 3 sujets de prédilection majeure. Mais est-ce que ça vaut la recherche pour ces sujets de prédilection de votre choix? Faisons encore, avant de décider définitivement, de dire est-ce que ces sujets seraient personnellement, socialement, professionnellement et académiquement intéressants. D'accord? Donc, vous mettez établissez un tableau pour vous-même, mettez vos sujets ici et vous dites est-ce que personnellement le sujet 1 est éminent, l'intérêt éminent, l'intérêt moyen, l'intérêt faible. Et donc, comme ça, vous pouvez non seulement choisir les sujets qui vous intéressent, mais également les évaluer en ce qui concerne l'intérêt pour les autres, pour les professionnels, pour les activistes sociaux et pour les managers, les directeurs, les professionnels. C'est un exemple que je pourrais faire en classe directement avec vous ou pas. Imaginez que un individu décide de travailler sur ce thème, sur ce sujet. Après, il faudrait décider est-ce que ce sujet, ce thème, en ce qui concerne pour la personne de l'individu qui a choisi, intéressant, intérêt éminent, moyen ou faible. Pareil pour les activistes sociaux, pareil pour les professionnels, pareil pour les chercheurs académiques, pour le monde académique en général. Allons sur la troisième partie de ce cours. Un petit peu plus vite parce que je pense que maintenant c'est très clair. OK. Maintenant, vous avez mis personne, individu par individu, les uns après les autres, vous avez mis vos sujets de préférence sur la murette du canal de la première séance. Très bien. Maintenant, c'est une exposition. Les autres camarades vont étudier, vont lire pour trouver des affinités intellectuelles. Je pense que c'est très clair. Finissez de lire et je pense que c'est très clair. Dans cela, il faudrait avoir une idée précise des mots-clés pour mieux discuter les uns avec les autres par la suite. Vous pouvez également aller voir sur vos thèmes, comme je vous ai dit, se trouve dans Google Scholar pour les articles académiques et également Connected Papers
Également, c'est des articles académiques. Ce que vous devez faire également dans les discussions que vous avez, je vais en passer rapidement, mais je vais vous expliquer, c'est une méthode. Lorsque vous trouvez des camarades qui ont des sujets similaires, vous n'êtes pas forcé d'être d'accord sur tout. Sur le même sujet, vous pouvez avoir des approches, des idées différentes. C'est formidable. Révélez-les, discutez-les, mettez là comme ça dans ici ce qui est en accord, ce qui est en désaccord, pour apporter le même thème, le même sujet, et vous trouverez des idées extrêmement intéressantes. Autre chose que vous pouvez faire, c'est la carte mentale, c'est mind mapping, c'est-à-dire vous commencez par une idée centrale et vous dites de cette idée centrale, qu'est-ce qui pourrait sortir comme d'autres idées. Là, ici, par exemple, c'est comme ça. Vous voyez, c'est, imaginez que c'est la motivation qui intéresse un étudiant. Un autre étudiant qui s'intéresse à cela. Et après, ce qui serait intéressant de dire quelles sont les idées qui peuvent en sortir, les théories, les pratiques, la motivation dans la vente, la motivation dans le travail, ainsi de suite. C'est une autre présentation que vous avez ici. Là, vous savez, c'est qui m'intéresse énormément, c'est intelligence artificielle et regardez tous les thèmes qui pourraient être liés avec ça. Si par exemple l'intelligence artificielle vous intéresse, regardez, c'est une carte mentale, c'est-à-dire les sujets qui seraient liés. Donc ce qui serait intéressant, lorsque 2, 3, 4 étudiants s'intéressent au thème général d'intelligence artificielle, après, ils peuvent travailler ensemble pour voir quels sont les différents sujets affiliés à ce thème majeur. Pour travailler ça, il y a 5 applications que vous pouvez utiliser gratuitement, aussi bien sur votre portable que sur votre ordinateur personnel, pour travailler ensemble et arriver à un sujet. Lorsque vous avez, vous voyez, lorsque vous avez une carte large avec tous les détails, vous pouvez mieux synthétiser et récapituler les thèmes majeurs, les thèmes qui vous intéresseraient. Très bien. OK, nous sommes maintenant pour former des équipes. Imaginez que vous formez une équipe de 3. Voilà ce que je vous propose. Vous constatez que l'étudiant A a déposé 3 sujets et son deuxième sujet est en rapport avec ce que l'étudiant B a mis comme le premier sujet et ce que l'étudiant C a mis comme troisième sujet. La meilleure chose, c'est que ces 3 étudiants se réunissent et travaillent ensemble. Et j'aimerais avoir les équipes aujourd'hui, même à la première séance. Chers amis, est-ce que j'étais bien clair? C'est la dernière partie du cours. Voilà tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. J'espère que tout est clair pour vous. I hope. D'accord? S'il y a des questions, vous m'envoyez des messages ou vous verrez en cours. Je suis là pour répondre à ces questions-là. N'oubliez pas, la prochaine fois, à la deuxième séance, chaque équipe doit venir en cours avec un sujet de recherche du mémoire par équipe et une question de recherche du mémoire par équipe parce que nous allons finaliser à la deuxième séance vos questions de recherche. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour les présenter oralement et avoir une note. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, on va en parler et je suis là pour répondre à vos questions avec le plus grand plaisir. Notre séance
première séance prend à sa fin et nous allons maintenant, vous allez maintenant travailler sur votre mémoire. Très bien.